Bonjour à tous et bienvenue sur Facebook Live. On est Salut. hyper contents, c'est la première. Elliot, tu vas un peu avoir les pots cassés puisqu'on va Ok. tester plein de trucs. On espère que pour vous ça se passe bien, que vous entendez bien le son, que c'est ok pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, du coup on va les regarder sur notre téléphone pour voir un peu si ça se passe bien. Elliot, je suis ravi de t'avoir en premier invité de ce Facebook Live. L'objectif c'est que pendant 4 mois, j'aimerais rencontrer des gens qui m'inspirent, des gens que j'aime bien, des gens que j'ai pu rencontrer sur ma route et qui m'ont apporté des choses. Je trouvais ça un peu solitaire de le garder pour moi. Et il y a plein de personnes, j'en ai parlé en disant, mais j'adorerais que cette discussion qu'on vient d'avoir, les gens puissent l'entendre parce que c'est hyper passionnant. Et donc je me suis dit, bah voilà, allez, let's go. On prend une caméra, on se fout dans mon salon, parce que c'est bien chez moi du coup, vous voyez bien le frigo, la cuisine Je derrière. confirme. Et en toute simplicité, l'idée c'est de discuter. Il n'y a pas de timer, il n'y a pas de. Alors c'est vrai que tu disais ça va durer 1 heure. Si c'est cool, ça dure 1 heure. Ok. Si à un moment donné on se fait chier, ça dure 20 minutes. Ok. Mais à mon avis, ça va durer. J'ai pas plus la de 20 pression. minutes. Ok. Non, non, non. On y va vraiment à la cool. La première chose qui m'intéresse, Elliot, c'est peut-être qu'on fasse connaissance avec toi. Alors en fait, j'ai pris des petits articles de presse. Alors je suis allé sur Google pour voir un petit peu comment on parlait de toi. Donc il y a ton site qui est en premier, on va peut-être le voir après. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce terme de designer bricoleur. Ouais. Est-ce que tu es OK avec ce terme de designer bricoleur? On parle aussi de web activiste. C'est quoi en fait? T'es qui, Elliot Lepers? Je pense que le côté bricoleur, c'est moi qui l'assume en fait parce que je pense que c'est important de montrer qu'on tâtonne beaucoup et moi je tâtonne beaucoup et j'ai fait une formation de designer Ouais. aux Arts Déco, effectivement, mais j'assume assez peu cette formation-là parce que je pense que c'était pas du tout en accord avec ce que j'aurais pu apprendre en fait. Et je Qu'est-ce pense qui que te, qu'est-ce que aux Arts Déco, qu'est-ce que tu n'avais pas en tant que designer? C'était quoi l'image que tu avais du designer que tu voulais avoir toi? Que tu voulais avoir c'est le côté politique en fait principalement. Et je pense que c'est une école publique par exemple, et je pense qu'une école publique qui finance à hauteur de 13 millions d'euros comme c'est le cas chaque année une promotion de 130 étudiants, elle doit se poser la question de à quoi ça sert d'investir autant d'argent public. À quoi est-ce que ça, pourquoi est-ce que c'est utile à la société en fait. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on forme des designers? Pourquoi est-ce qu'on forme des créateurs? Pourquoi est-ce qu'on forme des artistes? Et c'est vrai que d'ailleurs, beaucoup de mes pairs sur ce côté-là sont pas d'accord parce qu'ils pensent qu'il ne doit pas y avoir forcément d'utilité à l'art. Et l'art, c'est une chose, le design, c'est autre chose, quoi. complètement. Et moi, j'avais envie de penser comment est-ce que, en tant que designer, je peux prendre un pas de côté sur la société pour apporter des solutions, pour apporter des réflexions qui permettent d'améliorer finalement l'habitabilité du monde. C'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui assez facilement l'expérience utilisateur. C'est comment est-ce qu'on Ouais, l'améliore pour faciliter la prise en main, dans ton cas assez complètement. Ouais. politique, de comment est-ce qu'on prend en main notre politique, notre société pour l'amener plus loin. C'est une partie très importante du design, c'est comment est-ce qu'on réduit la friction en fait dans l'usage de quelque chose. Et ça peut être l'usage d'une chaise, ça peut être l'usage d'un logiciel, ça peut être l'usage d'un service public ou tout simplement de comment est-ce qu'on participe chacun individuellement et collectivement à la vie de la société. D'accord, Et je me concentre plutôt sur cette partie-là. d'accord. Donc après web activiste, bon, ouais, les médias ils ont toujours besoin d'avoir des termes qui résument, Hmm. mais bon, voilà, c'est. Toi, tu parles de designer politique. Alors, j'ai montré ton site du coup. Toi, tu te présentes comme un designer politique et on voit en fait, quand on est sur ton site, que tu as fait énormément de. En fait, je vais appeler ça péjorativement des petits projets, mais les Ouais. projets ne sont pas petits dans le sens où on a l'impression que tu as fait énormément de choses et que le terme de designer politique ou d'activiste prend son sens là. Alors, on va revenir sur chacun des projets que tu as fait, mais à chaque fois, tu as voulu. Comment dire? C'est assez rare finalement en politique de voir quelqu'un qui a une idée, une envie, une mission, un challenge et qui, à un moment donné, boum, va faire une app, une extension Chrome, un site internet. On a l'impression qu'en fait, à chaque fois que tu as une envie, une mission, un truc qui te démange, il faut que ça se réalise derrière. Là où la parole politique, ou en tout cas la politique dont on a l'image principalement, elle est plus de réfléchir, collaborer, faire des commissions et compagnie. Comment tu le vis, ça, cette différence entre toi, ta vision qui est de je fais des choses et je vais de l'avant, qui est dans du faire, une culture un peu contemporaine, je dirais, de faire, du it yourself et compagnie. Ouais, ouais. On fait, on va de l'avant, et puis j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, on a presque une légitimité des choses globalement sur ce qu'on fait, non pas ce qu'on dit.
face à une culture politique qui est finalement beaucoup plus sur le dire, la communication, la Complètement, mise ouais. en place de… Comment tu vis cette contradiction-là, toi? C'est dingue à quel point les politiques actuellement, les représentants politiques, ils sont dans le discours en fait, dans les paroles et d'ailleurs dans l'absence de corrélation entre les paroles et les actes. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent quand on parle de politique. C'est les promesses non tenues, quoi. C'est exactement ça. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est de produire. Je suis un artisan en ce sens, et c'est pour ça que ça fait écho aussi au côté bricoleur. Je pense qu'on a besoin de prototyper, en fait. Et donc, quand on a une envie, une intuition, c'est important de la projeter dans le réel pour voir comment elle fonctionne à l'échelle 1, parce qu'on peut pas, concevoir sans voir comment ça réagit avec des vrais humains. Tu te rends compte là ce qu'on vient de se dire? Est-ce que c'est compréhensible pour un politique? De prototyper, Ouais. quand on sait qu'un politique va sortir des éléments de langage extrêmement précis, où tout doit être quadrillé, tout doit être précis, Ouais, tout d'un c'est coup, ça. toi, tu arrives et tu te dis, en fait, on s'en fout, on teste, on y va, quoi. Est-ce que ça, c'est audible? Alors, tu as bossé pour Europe Écologie Les Verts. Ouais. Quand tu as bossé pour eux, est-ce que ça, tu n'en as pas souffert finalement, de cette différence de culture-là et de cette incapacité à mettre les mains dans le cambouis pour dire, si, go, on y va, quoi. Et Alors, avoir 10 chargés de com qui disent, non, non, Elliot, on n'y va pas, c'est pas fini, c'est pas… Heureusement, chez Europe Écologie Les Verts, on n'a pas les moyens d'avoir 10 chargés de com. D'accord. Et donc, on n'a pas les moyens que tout soit policé Ok. et très bien rangé et préparé. Tout, justement, se fait un peu à l'arrache et c'est un autre problème, mais ça a son charme, quoi. Et Là, tu as travaillé sur les primaires ouais, de la gauche, de Voilà. manière globale. essayer de monter un projet de primaire citoyenne pour désigner un candidat unique à gauche. C'était pas évident. Beaucoup de gens nous ont dit qu'on allait se casser la gueule. Ils ont eu à peu près raison, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'essayer, quoi. Et je pense que typiquement, si on s'était contenté de dire c'est théoriquement très très peu probable qu'on y arrive, on aurait arrêté tout de suite. On s'est dit, il faut tenter le truc. Et donc, notamment, il y a le Parti Socialiste qui a dit, nous, on veut être à la table des discussions parce que ça nous intéresse de le faire. On est sincère, on a envie de construire quelque chose avec vous. On s'est dit, si on les jette de notre salle de réunion, ça veut dire que tout de suite, on refait de la politique. C'est-à-dire qu'on dit, il y a des clans et on peut pas discuter avec vous parce que vous êtes le Parti Socialiste. Ce qui était instinctivement ce qu'on aurait voulu faire. Mais on s'est dit, il faut qu'on aille au-dessus de ça, au-delà de ça. S'ils veulent dire qu'ils sont sincères, pourquoi pas? Et donc, on a discuté avec eux. Et c'était une erreur parce que finalement, on a bien vu qu'ils étaient là que pour empêcher que cette idée existe. Et ça a été un peu compliqué parce que nous, qui représentions des citoyens, qui étaient pas encartés d'ailleurs, parce que moi je suis plus encarté chez Europe Écologie Les Verts alors que j'y étais, en fait on s'est un peu fait prendre en otage par le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et le PS, qui de toute façon depuis le début n'avaient pas l'intention de se mettre d'accord. Donc, tu as décidé d'arrêter et puis tu vas reprendre. Hier, on a publié un communiqué pour dire officiellement qu'on arrêtait de travailler dessus, même si ça faisait plusieurs semaines. Mais voilà, il fallait clarifier. On en sort plus fort quand même. On regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que moi j'ai appris plein de choses. J'ai discuté avec des dirigeants du PS que j'avais jamais rencontrés. J'ai pu comprendre un peu mieux leur psychologie, ce qui les pousse à soutenir de manière un peu aveugle et absurde un gouvernement que plus personne ne comprend. Donc voilà, je comprends mieux qui ils sont. Et c'est vrai que ça c'est un truc en politique. On en parlait juste avant. Je pense que quand on est étranger au parti politique, on se rend pas du tout compte que les gens qui exercent la politique au quotidien, ce sont des humains. Et que c'est pas seulement des manipulateurs, des calculateurs qui veulent simplement arnaquer, manipuler et se faire élire. C'est plus complexe que ça en fait. C'est plus sournois que ça. C'est avant tout des gens qui pensent qu'ils ont raison souvent. C'est des gens qui sont venus à la politique par sincérité, par engagement, parce qu'ils voulaient changer le monde et qui se sont dit je vais passer des heures en réunion tous les soirs, sacrifier ma vie personnelle parce que le pays en a besoin. Et puis petit à petit, ça devient plus insidieux et petit à petit, ça devient des gens qui perdent cette sincérité, ça c'est clair. Et finalement, toi, tu te sens assez proche d'eux sur la mission, mais sur l'exécution, en tout cas, tu as essayé de faire autrement. J'ai pas envie de… Ouais, moi je trouve que c'est dommage de tout jeter en bloc et de jeter en bloc tous les gens qui ont un jour eu leur carte dans un parti politique. Je pense que ça a aussi vachement changé ces dernières années parce que depuis 5 ans, effectivement, il y a Internet, notamment Internet avec les pétitions. Je dis 5 ans parce que les pétitions en ligne, elles ont vraiment émergé ces 5 dernières années. Et donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus besoin des partis pour faire de la politique. Mais jusqu'à très récemment, on ne pouvait pas faire de la politique vraiment autrement que… Alors que là, on se rend compte, vu le nombre de candidats, je m'étais promis qu'on rentrerait pas dans le sujet. J'étais vraiment un salaud. Non, je rigole. non, mais on se rend compte effectivement qu'au vu du nombre de candidats, il y a une obligation aujourd'hui de mettre une nouvelle façon de faire en place. Et c'est peut-être là où toi, tu peux réussir à proposer des choses
Et si Ouais. c'est pas pour celle-là, ce sera pour la prochaine. Tu veux dire les 86 candidats à la présidentielle? C'est ça. Ouais, c'est ça. Qui montrent en fait que juste les partis veulent plus rien dire et que voilà que ce qui représentait jusqu'à maintenant des hégémonies intellectuelles dans lesquelles en fait on se rassemblait un peu naturellement, aujourd'hui n'a plus aucun sens et c'est complètement fracturé. Et donc on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à se figurer dans un groupe très large. On a besoin de groupes beaucoup plus restreints parce que en fait on a une plus grande diversité et on arrive moins à faire des concessions sur son idéologie intime. Ah, on a pas eu la caméra. Attends, Ouais. j'arrive. Les joies du direct. Ouais, de retour. On est bon. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un peu tous les projets que tu as menés. Ok. On va pas pouvoir tous les regarder, Ouais, bien mais si sûr. tu veux t'arrêter sur quelques-uns, avec grand plaisir. Et comme la caméra s'est arrêtée, c'est fantastique. Du coup, on va regarder un petit film. Ça parle des. Alors, peut-être déjà voir une de tes prestations, c'était sur l'échappée volée, où tu parlais des 90 jours, Ouais. qui est l'application que tu as lancée. Et je trouve ton intro assez amusante. Tu fais une petite joke qui est vraiment très cool. Donc, Ouais. on regarde la première minute, Ouais. et puis on en reparle après. Super. Bonjour. À 18 ans, avec ma première carte bleue, j'ai adhéré chez les Verts. Pendant 5 ans, j'ai milité, j'ai participé à des campagnes électorales, j'ai distribué des tracts à la sortie du métro. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je parle beaucoup d'écologie, mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'en faire plutôt, de pratiquer l'écologie? Ça y est, j'en vois qui commence à se dire, encore un qui va nous demander de bouffer du tofu. C'est difficile pour tout le monde, hein. On n'est pas tous au même niveau. Donc il faut créer des étapes. Aujourd'hui, il y a bien des coachs pour arrêter de fumer, il y a des coachs pour se mettre au sport. Bah, moi, j'ai créé un coach pour devenir écolo. Un assistant personnel pour créer sa propre écologie. Ça s'appelle 90 jours. C'est une application mobile gratuite qui vous aide à changer concrètement votre quotidien en moins de 90 jours. On commence par un questionnaire, quelques questions qui permettent de définir votre profil et de vous proposer un premier pas, celui que vous avez le plus de chances de réussir, parce que l'objectif, c'est de pouvoir vous dire bravo, très vite. Ça peut être très simple, coller un sticker. Bon, on vient de voir ce que c'était. Alors, je vais réduire un petit peu le son pour éviter que ça vous crie les oreilles. Alors, 90 jours, c'est quoi fondamentalement? C'est quoi l'envie première que tu as eue pour lancer cette application qui est assez unique finalement? Tu as eu envie tout d'un coup de te dire il faut un personal trainer pour devenir écologiste? Ouais, moi j'avais passé 5 ans chez Europe Écologie Les Verts. Parce que à 18 ans, avec ma première carte bleue, c'est ce que j'explique souvent, je me suis dit, comme j'ai fait une école d'art, j'ai pas fait une école de politique, il faut que j'ai ma formation politique autrement. Du coup, j'ai adhéré chez les Verts. J'avais vraiment été conquis par le discours que j'avais entendu un jour Cohn-Bendit raconter l'écologie politique. C'est vraiment cette quête d'harmonie en fait. C'est comment est-ce qu'on fait des politiques qui sont cohérentes avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on a une planète, elle a des ressources finies, et donc c'est ça qui doit définir le mode de vie qui est possible pour l'humain. Et en fait, quand tu regardes bien, c'est du design. C'est-à-dire tu dis, le corps humain a cette morphologie-là, il a cette taille-là, et donc voilà à quoi doit ressembler une chaise. Là, c'est à peu près pareil. Et ça m'avait vraiment parlé. Et j'ai passé 5 ans en essayant d'être utile, et puis au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que c'était pas en distribuant des tracts à la sortie du métro que j'allais changer le monde, et j'allais convaincre la majorité, en tout cas des citoyens. Ce qui pose la question du militantisme aujourd'hui aussi. Mais complètement, c'est à quoi sert de militer quoi. Et c'est vrai que quand tu es militant aujourd'hui dans un parti, d'abord, la plupart de ton temps, il sert à l'interne, c'est-à-dire à désigner qui va être le chef de tous les militants. Et donc, il reste une très faible portion de temps pour savoir comment est-ce que tu vas parler à tous ceux qui ne sont pas encore d'accord avec toi. C'est ça. Et donc, j'ai quitté Europe Écologie sans claquer la porte, sans déchirer ma carte, en très bonne intelligence avec eux. Je respecte beaucoup tous les gens qui sont dedans. Et je me suis dit, on peut être utile autrement, quoi. Et donc, j'ai voulu réfléchir à comment est-ce qu'on parle d'écologie, comment est-ce qu'on explique l'écologie, comment est-ce qu'on donne envie d'écologie. Et est arrivé 90 jours, qui est un coach, voilà, comme on les connaît tous. Alors, moi, j'utilise des coachs pour faire du sport. J'ai ma copine qui a utilisé un coach pour arrêter de fumer, etc. Ça marche bien.
C'est à peu près le même principe. Ça commence par un questionnaire qui permet de définir un profil, en gros, votre niveau dans la transition. Et puis, en fonction de ça, on vous propose un premier défi, et puis un deuxième, et puis un troisième, etc. On a lancé la V1 il y a 1 an, presque 1 an jour pour jour. Et aujourd'hui, on a dépassé les 200 000 téléchargements sur Android et iOS. Donc, c'est vraiment beaucoup. Surtout sans publicité, pour une appli qui vous demande quand même d'arrêter de manger de la viande. C'est pas un jeu qui vous fait comment tu arrives à savoir si les gens dans le font métro, vraiment le job en fait? Est-ce que tu as un niveau de progression que tu peux voir toi pour voir si les gens évoluent vraiment ou... Ouais, en gros, en moyenne, sur la moyenne des utilisateurs, un utilisateur réussit la moitié de l'application, la moitié des défis proposés dans l'application. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont au bout, il y en a qui commencent pas, mais voilà, c'est à peu près équilibré. C'est vraiment un prototype pour l'instant. Ça a été développé à pure perte par ma boîte, et le but c'était de tester l'idée. Moi, je pensais qu'on aurait 5000 utilisateurs, franchement, et j'aurais été content. Et donc, il y a eu beaucoup plus de gens, et ça montre qu'il y a une demande, en fait, qu'il y a plein de gens qui ont pris conscience de cette écologie-là, mais qui se reconnaissent pas dans le discours des assos, dans le discours des partis, qui se sentent culpabilisés, qui se sentent mauvais aussi, parce que, en fait, l'écologie, ça nous demande d'être parfait, tout le temps parfait, de ne pas avoir de failles. Sur le tofu pour mais dire, complètement. On va pas tous bouffer du tofu. Mais oui, c'est ça. En fait, il y a pas d'écologie parfaite. Devenir végétarien, c'est pas remplacer tous les steaks qu'on mange normalement par du tofu. C'est juste découvrir une autre manière de vivre, quoi. Et puis surtout, on n'est pas tous obligés d'aller aussi vite les uns que les autres. On n'est pas tous obligés de faire un switch complet du jour au lendemain. Ça doit être progressif. Et en fait, on y prend beaucoup de plaisir quand on le fait et qu'on découvre ces choses-là. Moi, j'ai arrêté de manger de la viande il y a 2 ans. Mais ça veut pas dire que j'en mange jamais. J'en mange beaucoup moins qu'avant. J'adorais la viande. J'adore encore la viande, mais j'en mange que quand c'est un moment privilégié, etc. Mais j'en mange plus de manière automatique, j'en achète pas, j'en prends pas au restaurant, etc. Ce qui est intéressant dans ton travail, c'est que tu es toujours dans un enjeu, puis on va le voir au fur et à mesure avec les différents travaux que tu as fait, dans un enjeu de collaboration et que chacun puisse s'élever en fait. Et là, je vais parler de l'œil de Lynx. Qui était l'émission que tu avais sur Canal+, il y a quoi, il y a 10 ans Non, jusqu'en 2012, donc de 2010 à 2012. Ouais, c'est ça, donc 6-8 ans. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que le concept de l'émission, c'était fondamentalement, filez-nous vos liens, l'œil de Lynx, filez-nous vos liens, et on va les passer, et si c'est intéressant, au moins tout le monde pourra, c'est quasiment un peu une espèce de Google News avant l'heure, quoi, cette espèce de, pas Google News, mais espèce de curation avant l'heure de... c'est quoi les 10 liens à avoir? Limite, c'est un peu ce que pourrait faire Topito, Combini ou Minute Buzz, quoi. Avec du coup la qualité. Dur, là. non, mais avec ce côté très artistique, très indépendant, très alternatif. On va vous montrer les choses que vous n'avez sans doute pas vues. Ouais. Alors attends, je te propose juste de voir. Ok, on regarde. Il paraît que c'est un dossier. C'est le premier. Bienvenue dans l'œil de Lynx, le magazine de l'activité créative du net. Au commencement, il n'y avait rien. Pas de clics, pas de geeks, rien. Le seul réseau social était la grève. Puis des militaires désœuvrés créèrent un réseau d'ordinateurs. Ce qui passa totalement inaperçu, le monde étant trop occupé par le seul buzz de l'époque qui était en train de marcher sur la Lune. Puis vint le lien, en anglais Link. Pour des raisons de copyright, nous attribuerons la création du lien à une personnalité anonyme. Par exemple, Dieu. Le réseau se mit alors à créer à tout va pour devenir une autoroute planétaire, encombrée de clips, de claps, de trucs et de trocs. Pour observer ce nouveau monde de créations en expansion permanente, nous allons avec vous ouvrir l'œil, et le bon. Bienvenue dans l'œil de Lynx, le magazine de l'activité créative du net. Partagez vos liens et contribuez avec nous à la plus grande rédaction du monde. Tout au long de cette émission, nous allons découvrir vos liens, grâce à vos contributions par webcam. Bonjour, je m'appelle Faustine de Tignes. Je suis une grande fan de Patrick Boivin, un réalisateur québécois qui met ses films en ligne sur Internet. Pour l'anecdote, j'ai calculé, ça fait 27 millions de vues cumulées pour tous ces films. C'est incroyable. C'est marrant ça, 27 millions de vues cumulées, c'est incroyable. C'était bien il y a 6 ans, quoi. C'est ça. C'était quoi l'idée? C'était quoi l'envie? C'était quoi le début? Parce que nous, on s'est connus à ce moment-là. Moi, je bossais chez OVNI, toi, tu bossais sur la Lynx, on s'était vu à une soirée.
et moi je t'ai découvert comme ça. Euh, C'était quoi l'envie de se dire tout d'un coup, tiens, il y a un truc qui s'appelle Internet qui est en train de sortir, il y a des gens qui sont en train de produire des choses, et on a vu Charlie Mars ou les autres qui sont en train de produire des contenus qui font le buzz avec 27 millions de vues. C'était quoi l'envie tout d'un coup de partager ça à tout le monde? À l'origine, en fait, il y a une boîte de prod géniale qui s'appelle La Parisienne d'Images. Et avant l'œil de Lynx, ils avaient une autre émission qui s'appelait Les films faits à la maison. Donc le principe, c'est qu'ils allaient voir des créateurs, des vidéastes qui bossaient chez eux. Donc vraiment, c'est le tonton qui fait les films en vacances. Et ils arrivaient à dégoter des pépites comme ça, de créateurs un peu fous un peu partout dans le monde. Mais c'était vraiment l'époque de la mini DV, quoi. Et puis, entre-temps, est arrivé Internet et est arrivé du coup une nouvelle forme de création, beaucoup plus décentralisée. Et puis aussi un nouveau matériau, et c'est ça qui était vraiment étudié dans le Lynx, c'est des créateurs qui utilisent Internet comme matériau, pas seulement qui diffusent sur Internet, mais qui ont, comme on dirait d'études, une œuvre artistique ou... Bah ouais, c'est des web artistes, des vidéastes, mais pas que. Hein. Il y a beaucoup de vidéos parce que ça passe mieux à la télévision. Et voilà, et en fait, c'est Canal+ qui diffusait ça, qui diffusait les films faits à la maison avant. Et donc, c'est une sorte d'évolution des films faits à la maison qui est comme ça jetée contre Internet. Et donc, le but, c'était de faire un peu un ovni quand même à la télé. Et Nico Tepo, le réalisateur, a vraiment réussi ça en invoquant les Robert, notamment ces personnages qui sont déguisés en blanc. Qui a eu l'idée de ces personnages? Parce qu'ils sont quand même entre flippants et... Je sais plus qui c'est, je pense que c'est Nicolas. D'accord. Il s'appelle Robert en hommage à, je sais jamais son nom, mais c'est un des pères d'Internet qui s'appelle Robert quelque chose. Et je sais plus exactement qu'est-ce qu'il a inventé. Dans les commentaires si vous voulez, n'hésitez pas. Et donc ils sont toujours anonymes avec des masques complètement déjantés. Voilà, aujourd'hui il y a plein de codes qui sont utilisés à la télévision. Qui ressemble un peu à ça, mais c'était assez marrant. Et puis une incursion surtout du web avec des chroniqueurs qui étaient là par webcam. Et donc voilà, aujourd'hui d'ailleurs l'émission elle a évolué en 2012 et maintenant il n'y a plus de plateau. Donc ce qui restait une sorte de boulet de la télévision traditionnelle a été supprimé et maintenant il n'y a plus que des intervenants qui sont par webcam. Donc c'est vraiment devenu maintenant l'idéal du début qui était la plus grande rédaction du monde. Voilà, et maintenant c'est un peu tout le monde, c'est jamais les mêmes personnes qui présentent les liens, il y a des récurrents évidemment. Il y a une grosse communauté qui fonctionne sur un groupe Facebook de gens qui proposent des liens, qui sont parfois souvent aussi des créateurs qu'on cite dans l'émission. Voilà, moi j'ai fait ça pendant 2 ans, c'était assez chouette. Pour introduire l'œil de Lynx, j'ai dit qu'effectivement une des particularités que tu avais était de toujours jouer un peu collaboratif et de faire grandir un peu tout le monde. La deuxième particularité, je trouve, en voyant ça, c'est de se dire que à la fois dans le domaine politique, tu es à cheval entre le monde politique traditionnel, très structuré, et puis le monde, je dirais, politique, citoyen, avec plein d'associations, avec plein de mouvements que tu lances et compagnie. Et bah pour la télé, c'est un peu la même. Tu as commencé sur quelque chose de très ancien, structuré, qui est la télévision. Et puis après, tu es allé sur le web parce que tu t'es dit, on va vraiment plus s'amuser là-dessus. Pourquoi tu as ce besoin à chaque fois d'avoir un pied dans chaque... parce que tu te compliques la vie, soyons francs. Mais c'est peut-être là aussi que c'est intéressant. Mais d'avoir un pied à chaque fois dans les deux institutions, je dirais, la plus ancienne structurée et la neuve qui se renouvelle. Et tu passes de l'un à l'autre régulièrement. C'est quoi cette envie en fait? T'as une envie de... Est-ce que t'as un petit côté un peu à Saint-Bernard, j'ai envie de sauver le monde Je sais pas. Alors il faut que j'assimile en même temps parce que tu me fais un peu une analyse là. Je pense que non mais ce qui m'intéresse c'est qu'on est dans un moment de transition. Évidemment, il y a plein de choses qui sont en train de changer et il y a plein de gens qui sont paumés. Donc ces gens-là, il faut d'abord les rassurer, il faut les aider à comprendre. Pour moi, c'est très important qu'on laisse pas des gens au bord de la route. Ça, c'est une première chose. Et donc, je me reconnais bien dans le rôle de passeur et de faire de la pédagogie là-dessus. C'est quelque chose qui me va bien et que j'essaie de faire dans mes projets. Et puis par ailleurs, ce moment-là de transition, ce moment de glissement, c'est une opportunité formidable pour faire en sorte que le changement est dans le bon sens. Et quand on est passionné par la politique comme c'est mon cas, quand on a envie que le monde change dans le bon sens, eh bien on ne peut que avoir envie d'être actif à ce moment-là parce que ça se reproduira pas tout de suite. Ça se reproduira peut-être, mais voilà, c'est des moments assez rares dans l'humanité. Et donc il faut s'en saisir. Et si on s'en saisit pas, ce sera d'autres personnes qui s'en saisissent, c'est d'ailleurs qui le font déjà. Et donc c'est pas l'intérêt collectif qui prévaut quoi. C'est souvent l'intérêt assez
assez trivial de l'argent et c'est un peu dommage, quoi, je trouve. On a d'autres choses à construire qui sont un peu plus optimistes. Alors, il y a Alice Galland qui nous dit passer de l'un à l'autre, c'est peut-être aussi une question d'économie. La prod télé, tu en vis mieux encore aujourd'hui que la prod de contenu web. Comment ça se passe aujourd'hui? Donc, toi, tu as dit que tu avais une boîte. Ouais, j'ai 3 boîtes techniquement. D'accord. Mais bon, ça, c'est des histoires de gestion. Et c'est intéressant de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, les budgets que tu as, où tu vis grâce plutôt à une partie innovation, ou est-ce que tu vis plutôt grâce à la partie traditionnelle, tu vois? Est-ce que par exemple, sur les applications que tu fais, est-ce que tu pourrais dire, tiens, je vais la vendre à Arte, ou est-ce qu'il y a des coproductions avec des télés plus traditionnelles? J'ai fait un peu ça. Je trouve ça compliqué. Je trouve que cette temporalité des chaînes de l'économie traditionnelle, elle est, en tout cas, moi, je me retrouve pas forcément dedans. Parce que je trouve que c'est très très lent, ça nécessite tout un tas de cooptation, de validation, de paliers, de commissions. Et c'est vrai que c'est un temps qui est assez incompatible avec le temps du web, où en fait, en une après-midi, tu peux acheter un nom de domaine et lancer un site, quoi. Et moi, je me reconnais plus dans cette réaction, même si il faut faire attention à garder quand même une vision de long terme et à pas être tout le temps dans la réaction. Ça, c'est un truc important. Mais alors, sur l'économie, juste pour finir sur l'économie. La plupart des projets que je porte, en tout cas ceux qui me prennent la plupart de mon temps, ils sont pas forcément rémunérateurs. Donc c'est trouver un équilibre entre porter des projets sur lesquels on va pas gagner d'argent, mais qui derrière permettent de faire des projets parce qu'on a inventé quelque chose ou bien qu'on s'est fait repérer par quelqu'un qui va être intéressé. Derrière, créer une forme de rentabilité. Et d'aller de plus en plus vers une économie qu'on aura produit nous-mêmes, quoi. On reviendra après, peut-être qu'on parlera des nouvelles façons d'être salarié, justement de travailler et de mixer son temps. Et je regardais une vidéo qui était assez amusante que tu as faite et qui prouve assez bien ta capacité à choper ton téléphone, prendre ta caméra et parler à tout le monde. Tu as fait une petite vidéo qui m'a fait mourir de rire et tu en as fait 4 en fait d'ailleurs. Je pense que si vous voulez les voir, allez sur le Facebook d'Eliott. Où tu t'insurges contre l'incapacité en fait en vélo à rouler de manière un peu sécurisée. Ça dure 1 minute 40 et puis on se retrouve juste après. On est vendredi soir, je suis devant la gare d'Austerlitz en train de rentrer chez moi et du coup j'ai fait demi-tour pour vous montrer parce que là, regardez, ici c'est une piste cyclable, d'accord, donc c'est pas mal, on est sur les quais, sauf que là on passe devant la cité de la mode et du design et juste derrière il y a une boîte de nuit qui s'appelle le Wanderlust et du coup tous les soirs c'est pareil, toutes les pistes cyclables elles sont remplacées par des Uber, des chauffeurs privés, des VTC, des taxis. Et donc tous les vélos, on doit aller sur la route. Donc c'est assez dangereux. Voilà, avec les portières qui s'ouvrent, avec les gens qui sortent, avec les gens qui traversent. Du coup, Madame Hidalgo, maire de Paris, Monsieur Nejdovski, adjoint à la maire de Paris en charge des transports. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour pouvoir faire du vélo tranquillement sur les quais? Merci. Bon alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces passages piétons, ces voitures et... Ouais, il y a 1 an, j'ai acheté un vélo et j'ai écrit un article à ce moment-là. C'était au lancement de 90 jours. C'était pour moi un peu l'aboutissement de cette transition que je m'étais appliquée à moi-même. Parce qu'avant je roulais en scooter et il se trouve que du coup j'ai commencé à vraiment rouler pratiquement uniquement à vélo. Et voilà, et en fait il y a un endroit où je passe tous les jours par là et c'est devant le Wanderlust, je sais pas comment ça se dit, cette boîte de nuit. Sans doute. Et c'est ce que tu dis dans la vidéo. Voilà.
Et régulièrement, alors le soir, t'as des taxis qui sont sur la piste cyclable. Le matin, t'as du vert. Ça fait vraiment vieux con de dire ça. Mais en fait, pour moi, je trouve ça tellement fou que ceux qui soient le plus gênés, ce soient les plus fragiles. Ça me rend dingue en fait. Et Est-ce que ça fait bouger les lignes? Parce que à la fin, tu parles quand même à certaines personnes extrêmement précises à la mairie de Paris. ouais. Est-ce qu'ils t'ont appelé? Est-ce qu'ils t'ont dit on va changer les choses? C'est quoi la suite? Ils m'ont pas appelé. Je sais même pas s'ils l'ont vu. Et j'avais un rendez-vous là cet après-midi avec un conseiller de Paris, mais pour un tout autre sujet. Et il les a vus. Il m'en a D'accord. parlé. Et en fait, il m'a dit que ça lui avait donné envie d'en faire plein d'autres. Et d'inciter les gens à raconter cette vie-là. Mais en fait, je trouve que ce moyen d'expression est vraiment marrant parce que t'es sur le moment quoi. Donc tu le vis. C'est incontestable que ça t'est arrivé. Voilà, c'est très spontané. C'est un coup de gueule. Et T'en as fait 4 quand même. j'en ai fait 4 parce que bah voilà. À un T'as moment fait une donné, mini-série, coup de gueule. mais j'ai pas fini. Je pense qu'il faut en faire, d'autres. Et voilà, c'est simple, c'est coup de poing, et je pense que c'est assez parlant quoi. Et Mathilde Garot dit, et en plus, il faut porter un casque. Alors ça, C'est on rigolo. en a parlé. On m'a d'ailleurs reproché de porter une doudoune aussi, alors qu'on était au mois de juillet. Et le casque, j'en ai un. Je l'ai oublié à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, et je suis toujours pas allé le chercher. On parlait d'un certain Robert tout à l'heure. Oui, voilà. Un des On a fondateurs trouvé le d'Internet. nom. Ouais. On l'a trouvé grâce Ouais. à Simon Robic, Versac et les autres. Et donc c'est Robert Caillot. Je propose qu'on aille sur un autre. C'est un peu on pioche ce soir. Vas-y. Et on n'est pas dans le bon ordre et c'est ça qui est absolument C'est très génial. bien. Ça s'appelle conversation, donc j'ai le droit de ne rien On avoir converse, préparé. non mais on ne fait pas semblant, au moins c'est ça qui est cool. Il y a un truc que tu as lancé que je trouvais assez fort. Et d'ailleurs, pour avoir bossé au Tank avec toi, donc le fameux espace parisien que Nicolas Van Bremerch a lancé avec ses équipes. T'as un truc contre Amazon qui est absolument énorme. Et quand on recevait des colis, Ouais. tu as à peu près stigmatisé, ou pas stigmatisé, Ouais. mais violenté à peu près tout l'open space. C'est ça. Puisque dès que le matin on arrivait et que Elliot avait la chance d'arriver avant nous et qu'il y avait un joli colis Amazon qui nous attendait sur notre bureau, on avait des gros Je l'ai yeux. vilipendé. C'est Ouais. ça. Elliot se pointait, Ouais. mettait ses gros yeux pour dire qu'est-ce que tu viens de faire. Alors, ça s'appelle Amazon Killer, ce que tu as lancé. On va Ouais. le voir à l'écran. Amazon Killer, donc ça c'était avant les 90 jours. Ouais. Comme tu me le disais tout à l'heure, c'était vraiment une envie de se dire tout d'un coup, une envie, une app ou une envie, et puis comment est-ce qu'on donne les moyens aux gens très rapidement, de manière extrêmement simple, comment est-ce on leur donne les moyens de Ouais. passer à l'action. Amazon Killer, c'est une extension sur ton navigateur qui te permet, quand tu vas sur Amazon acheter un bouquin, il te propose plusieurs endroits autres qu'Amazon pour acheter ton bouquin. Ouais, c'est ça. En fait, ça rajoute un bouton sur la page de ton bouquin, sur le site Amazon. Un petit bouton juste en dessous, commander tout de suite. Un petit bouton, trouver dans une librairie, qui reprend le style d'Amazon. Et quand tu cliques, ça redirige en fait vers un site qui existe déjà, qui s'appelle Place des libraires, qui recense 800 librairies indépendantes en France sur les 2500 qui existent, donc c'est quand même pas mal, un tiers. Qui te montre des librairies où ton bouquin est dispo. Et c'est vrai que le Tank, c'est un espace de coworking qui est situé rue des Taillandiers, donc au croisement de la rue de la Roquette. Il y a une librairie géniale qui s'appelle La Manœuvre, qui est à 30 mètres en remontant. Et Paris, on est la ville où il y a la plus grande densité de librairies. Et D'accord. paradoxalement, on est aussi la ville où on commande le plus sur Amazon des bouquins, quoi. Que on commande d'autres choses sur Amazon, des trucs précis, ça me dérange franchement pas beaucoup. Que on commande sur Amazon quand on habite à 40 km d'une librairie, je trouve ça franchement pratique pour plein de gens et même sûrement plus écolo. En revanche, voilà, commander des bouquins quand il y a des librairies partout autour de nous, je trouve ça un peu débile. Et c'est un peu tombé dans cette illusion qu'Amazon orchestre, en fait, cette illusion de modernité. C'est vrai que commander sur Amazon, ça nous donne l'impression d'être dans le futur. Parce qu'on se dit, bah en fait, en comparaison, Amazon a réussi à rendre les libraires ringards, et c'est vrai qu'ils ont des défauts, c'est vrai qu'on a souvent peur de se casser le nez. Voilà, Amazon Killer, moi je l'ai codé en 1h30 l'été 2014 parce qu'il venait il y a une loi qui leur interdisait d'offrir les frais de port parce que c'était déloyal, et le lendemain ils ont annoncé qu'ils allaient passer les frais de port à 1 centime d'euro. Et je trouvais que c'était tellement bas de leur part, tellement sournois, ça m'a énervé, j'ai codé ça et voilà, il se trouve que ça a pas mal pris. Il y a encore 10 000 personnes qui l'utilisent chaque semaine. J'aimerais bien faire la V2. 10 000 personnes par semaine, Ouais, c'est énorme. bah ouais, c'est les stats de Google, mais ça me paraît beaucoup, mais c'est quand même chouette. Et du coup, voilà, c'est rigolo. J'aimerais bien aller Après, plus loin je dans la t'attaque aussi techno. Amazon.
Qui est le site qui est un des. Ouais, non, mais c'est ça. Je suis en Et train de- étonnamment, j'ai jamais eu de nouvelles de leur part, quoi. J'ai même pas eu un courrier d'avocat qui m'a dit vous utilisez notre nom. Soit ils se sont pas rendus compte, ça m'étonnerait. Soit ils sont assez malins pour ne pas communiquer Oui. dessus parce que ça ferait plus Ça de ferait de la bad pub pour buzz. toi et du coup, Exactement. Et parfois je me dis même en fait s'ils étaient intelligents, ils intégreraient cette fonctionnalité à leur propre service. Et il ferait de l'affiliation. Et c'est ça. Et ils prendraient une commission sur les librairies et au moins ils enterreraient la hache de guerre et ils utiliseraient toutes les librairies qui existent à Paris comme des points de vente Mhm. et ils auraient tout gagné mais ils sont pas allés encore là-dedans, quoi. Bon, on va appeler Jeff Bezos. On le fera. Amazon Killer, ça avait fait du bruit aussi, effectivement. Un autre projet qui m'avait vraiment plu, Matcholand. Ouais. C'était quoi ça, Matcholand? Matcholand, on l'a lancé en octobre 2014. En fait, un an avant, à chaque fois il y a des un an avant. Hein. Un an avant, on avait fait un site qui s'appelait 343connards.fr, qui était en Ouais. fait une réponse à une tribune publiée dans Causeur qui s'appelait Les 343 salauds, qui était notamment initiée par Bec BD. Et c'était une tribune pendant le débat sur la pénalisation des clients de prostituées. Et c'était 343 hommes qui revendiquaient, je cite, le droit à leur pute, le droit à pouvoir aller aux putes. Et on avait trouvé ça tellement incroyable que des hommes publics utilisent leur présence médiatique pour véhiculer un tel message aussi bas, aussi sexiste, aussi ringard. On s'est dit il faut qu'on mutualise en fait notre force de militants qui s'opposent. Et donc Matcholand, c'est une plateforme d'interpellation antisexiste. On identifie un propos sexiste et on propose à la foule en délire d'interpeller l'émetteur. Sur Ikea, par exemple. Exactement. Ikea, donc c'est une pub, elle est cloche, mais au moins elle est belle. Donc une analogie assez fréquente entre une femme et un objet. Hein, voilà, on a l'habitude. Et là, on peut leur écrire un tweet directement à Ikea. L'intérêt, c'est que c'est en un clic, il y a 344 personnes qui ont envoyé un tweet à Ikea. C'est public. Et donc forcément, c'est visible. C'est beaucoup plus visible que si on s'énerve chacun dans son coin. Et il y a eu quelques belles victoires assez rapidement. Je pense comme ça à servicepublic.fr qui propose des statuts types d'associations pour toutes les personnes qui créent des associations. La plupart utilisent les statuts types. Et ben là, ils proposaient de nommer un président, un vice-président et un ou une secrétaire. On avait trouvé ça trop beau pour être vrai et c'était pourtant le cas. On les a interpellés dans la journée, ils ont changé les statuts types. Donc typiquement, voilà, avoir un impact concret et pas seulement gueuler dans le désert quoi et dire c'est des méchants. Ben non, on leur propose une solution. Donc on essaie de s'attaquer plutôt là où il peut y avoir un changement. Voilà, il se trouve que maintenant de plus en plus en fait on s'est rendu compte que cette méthode-là elle a été utilisée par pas mal d'autres médias, notamment des médias féminins. Et du coup, Matcholand devient de moins en moins pertinent et utile en tant que tel. Et en fait, c'est plutôt tant mieux parce que depuis le premier jour, on a dit que notre objectif c'était que Matcholand n'ait plus besoin d'exister. Voilà, ça ne veut pas dire que la pub sexiste est terminée, mais en tout cas, la société est en train vraiment de bouger. Et sur la cette mission question. que tu as envie de porter, elle est portée par d'autres. Donc maintenant, Exactement, ouais, pourquoi pas. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte avec tous les petits projets, alors, on n'en a pas tous parlé, alors, je ne sais pas s'il y en a en particulier qu'on a zappé, que tu as vraiment, alors, il y a la loi Non, travail, ouais. ou il y en a tellement en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on entend parler, c'est un peu genre, ok, en fait, il s'avère que il y a eu tel problème politique, j'ai voulu défendre telle cause, j'ai pris mon ordi, j'ai codé, j'ai fait une app, j'ai fait une extension, Ouais. j'ai fait... Alors évidemment, à chaque fois, tu dis un an avant, il s'est passé Ouais. ça, et du coup, j'ai mis un an à cogiter. Mais c'est quand même assez fou de se dire que comment est-ce que tu arrives à produire autant? Et ma deuxième question qui suit, c'est est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais adoré produire et que tu n'as pas fait? Ou que là, tu as peut-être pas les cartons pour pas non plus Ah bah oui, plein. déflorer ce que tu vas faire, mais est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit là, foncièrement, il manque des choses sur des missions, mais je me sens un peu trop petit peut-être Ouais. pour le faire. Bah tous les jours, hein, je pense. Mais il y a plein de trucs que j'ai sur une sorte d'immense to-do list virtuelle que j'aimerais bien faire un jour quand j'aurai plus de temps. Il faut faire attention à pas trop se disperser non plus. Et puis en même temps, il y a plein d'idées très mauvaises. Donc l'intérêt de faire assez vite
c'est au moins de pouvoir identifier si ça vaut le coup ou pas. Tu de testes en poursuivre. direct et puis tu vois si ça marche ou pas. Voilà, c'est ça. Au moins, j'ai pas de complexe là-dessus sur faire un truc pas bien, comme je pourrais avoir ce complexe-là si ça faisait 10 ans que j'avais rien fait et que j'attendais d'avoir la bonne idée. C'est ça. Moi, je pense que voilà, je préfère ne pas attendre la bonne idée, mais plutôt tester des trucs même s'ils sont pas forcément pas forcément parfaits. Mais typiquement, 90 jours, c'est un projet qui a nécessité 9 mois d'écriture, de développement, de conception. Donc on n'est pas dans cette temporalité ultra immédiate comme peuvent l'être d'autres projets. Et petit à petit, en fait, moi j'essaie de plus en plus d'aller vers une logique plus entrepreneuriale en fait autour de ces projets, de les inscrire dans le temps et donc de réfléchir à comment est-ce qu'on crée des modèles qui permettent une viabilité parce que on ne peut pas vivre bénévolement. Moi, j'aimerais bien aussi pas que ces projets soient uniquement une sorte de passe-temps à côté d'un travail alimentaire. J'aimerais bien que ces projets deviennent un métier. Et donc ça demande un peu de temps, un peu d'ingénierie en fait entrepreneuriale pour en fait réussir à créer ces modèles-là qui n'existent pas vraiment en France. On n'a pas vraiment les modes de financement de ce genre de métier. C'est quoi ton focus? Ou c'est quoi plutôt les inspirations? Est-ce qu'il y a des boîtes qui sont aujourd'hui qui font ça, peut-être aux États-Unis, peut-être ailleurs dans le monde? Il y a une boîte aux États-Unis qui fait qui a un fonctionnement un peu similaire, qui s'appelle Purpose, Ok. qui a été C'est quoi l'URL juste www. Purpose.com, Ok. purpose.com, qui a été fondé par Jeremy Hymans, qui est un australo-américain, qui est un mec absolument génial, qui a fondé Move On, qui est un mouvement citoyen, et qui avait avant fondé Get Up. Move On, c'est aux États-Unis, Get Up, c'est en Australie. Il a aussi cofondé Avaz. Voilà, c'est un mec qui a été dans tous ces mouvements de la politique sur Internet, très en avance, qui a bossé sur la campagne d'Obama. Voilà, c'est un peu une sorte de héros virtuel. Je l'ai rencontré à Paris il y a quelques semaines. Il était de passage et voilà, on s'est très très bien entendu. Et effectivement, lui, ça fait plusieurs années qu'il essaye de monter ce qu'il fait aux États-Unis. Pour résumer, en gros, et c'est en fait un peu le même modèle que je fais en France. C'est à la fois accompagner des associations existantes sur des campagnes de mobilisation et monter des mouvements, en fait, créer des mouvements sociaux. Et puis en même temps proposer des produits qui répondent à des solutions sur les enjeux sociaux. Et en même temps trouver un modèle économique qui permette à tout ça. Mais la différence, c'est qu'aux États-Unis, il y a des fondations qui disent OK, on vous donne 3 millions d'euros pour faire votre campagne dans les 2 mois. Et ça en France, juste ça n'existe pas. Parce que en fait il y a moins de collusion. Alors c'est parfois intéressant, moins de collusion entre les milieux financiers et les milieux politiques. Et les entreprises en fait se mouillent beaucoup moins en politique, mais parce que les campagnes électorales sont pas financées par les boîtes aussi. Donc ça a un aspect positif et ça a un aspect négatif, c'est que en fait globalement le mouvement social, le mouvement du changement est très mal financé en France. Les associations, on se rend pas forcément compte, mais quand on est une association, une petite association, on a du mal à trouver une salle pour se réunir, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est étrange. Et je pense qu'il va falloir que ça change parce que on a besoin de professionnaliser en fait ces mouvements-là, de leur donner des meilleurs outils, de les former. Et ça passe notamment par avoir plus de fonds. Mais donc voilà, trouver des modèles. En France, comment ça peut se passer? Parce que là, tu prends le modèle américain, effectivement avec des fondations. C'est un peu le même modèle qu'il pourrait y avoir à la limite en Angleterre. En France, ça ne l'est pas. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que dans les 10 ans qui viennent, il y ait des fondations qui s'épiquent ça. Mais donc là, c'est quoi tes solutions et tes plans B que tu trouves pour te dire comment je me finance? Est-ce que tu restes sur ce modèle un peu mixte avec, on va dire, grosso modo, 50% de ton temps pour la partie profit, où là, tu bosses pour des clients, et 50% pour justement tes activités presque citoyennes et militantes? Alors nous, on entre dans une phase un peu plus business, mais c'est intéressant aussi. Moi, j'aime beaucoup parler de ça. Typiquement, quand on monte un projet, un petit site, une interpellation, etc., qu'on fait gratuitement, en fait, souvent, il y a des ONG qui les voient et qui se disent « ça, c'est une bonne idée, on aimerait faire la même chose ». Et du coup, ils nous appellent et nous disent « nous, on avait votre truc, du coup, on aimerait bien, on vous donne 5 000 euros, 15 000 euros pour que vous nous le fassiez ». Et du coup, en fait, on a fait la R&D en amont du projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le client, mais on a déjà le produit.
Et ensuite, L'idée, c'est de se débrouiller voilà. pour que ça matche et que, à la Exactement. limite, c'est pas des fondations, mais c'est des ONG qui Et pourraient. ce qui est c'est intéressant, c'est qu'on sort de la logique purement client-prestataire. C'est le client qui vient avec une demande et on essaie de répondre à la demande. Là, en fait, on crée la réponse et ensuite on trouve la personne qui veut notre réponse. Ça, c'est intéressant. Et donc, on a que des clients qui sont entrants. On fait pas de prospection. C'est que des gens qui viennent nous voir en disant je veux votre truc. Donc ça, c'est plutôt chouette et c'est plus sain parce que du coup, on imagine les projets tels qu'on les veut dans l'idéal et ensuite ça plaît à des gens. Ça, c'est une manière de travailler qui fonctionne bien. Et par exemple, sur 90 jours, eh ben, en fait, on a beaucoup cherché un modèle économique. Il y a des boîtes qui nous ont proposé pendant la COP 21 de mettre leur logo dessus et de nous payer pour l'avoir. Tu as bossé 3 mois pour la COP 21. Alors ça, c'était à part. Moi, j'ai été salarié du ministère de l'écologie pendant 3 mois pour travailler sur la manière dont la COP 21 était racontée, mais j'ai vraiment séparé les deux. Et il se trouve que voilà, il y a des boîtes qui auraient bien aimé communiquer sur la COP 21 et qui nous ont dit 90 jours, ce sera une belle appli pour nous. Ça me paraissait pas très propre. On aurait pu mettre de la pub, on aurait pu faire en sorte que l'application soit payante. Une application payante qui vous demande d'arrêter de manger de la viande, moi ça me pose un problème. Ah, puis, à ton avis, c'est compliqué. On aurait pu prendre une commission quand on dit aux gens d'aller plutôt chez Enercop pour l'électricité que chez EDF. On aurait pu négocier 10% chez Enercop. Je voulais pas faire ça. Du coup, on a mis longtemps à trouver un modèle économique. Et en fait, maintenant, on est en train de développer une version business. Donc, ça s'appelle B2B, hein, business to business. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui nous disent, en fait, nous, on fait plein d'efforts sur l'écologie. Mais au niveau de la communication interne, on arrive mal à impliquer nos collaborateurs. Ah oui, d'accord. Une Et donc, politique RSE dans la boîte. Complètement. Et donc, ils nous disent, en fait, on aimerait proposer 90 jours à tous nos employés. Et donc, on parle de 15 000 employés et on fait une application sur mesure. On travaille des défis qui sont en lien avec le monde de l'entreprise et en lien aussi avec la boîte en tant que telle, puisqu'en fonction des sites des entreprises, c'est pas exactement les mêmes défis qu'on peut appliquer. Il y en a qui ont des cantines, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des jardins, etc. Et on fait une application sur mesure, 90 jours pour telle boîte, qui ensuite, du coup, qui nous permet d'être rémunéré là-dessus, sur de l'accompagnement. Très cool. Et la technologie, c'est la même pour la version grand public qui reste gratuite, sans pub, sans affiliation, sans mécène, sans sponsor. Et donc, on implique en fait ces boîtes-là qui nous permettent de maintenir une version grand public gratuite. On mutualise les scores, tu vois, donc parce qu'on calcule en fait pour chaque défi un impact environnemental, et donc la somme des utilisateurs, eh bien on va venir comme ça ajouter les collaborateurs. Et moi j'avais vraiment beaucoup de réticence à bosser avec des entreprises privées, je l'avais jamais fait par le passé, mais là on a trouvé un système qui nous préserve dans la mesure où on ne touche pas à l'activité, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas un tampon qui dit qu'ils sont écolos. Nous, Ah oui, d'accord, ok. on ne C'est ça, parle ta crainte. qu'aux salariés en fait, et les salariés ils n'ont pas forcément choisi que leur boîte ait une activité qui soit pas forcément complètement raccord avec l'environnement, et ça c'est le cas pour certaines des boîtes avec lesquelles on va bosser. C'est compliqué d'être une boîte avec 15 000 salariés qui a un bilan environnemental complètement clean. C'est franchement très compliqué, j'en connais pas vraiment. En revanche, il y a des boîtes qui font énormément d'efforts, mais nous, on ne leur donne pas on ne les valide pas, on leur donne pas une carte verte qui leur dit c'est bon, vous êtes écolo. On travaille que pour les employés qui, eux, en fait, chez eux et sur leur vie de bureau, ont envie de contribuer à titre individuel. Et avec ce fonctionnement-là, moi, je me sens bien dans mes bottes. Et en même temps, on arrive à faire un modèle qui est complètement viable économiquement. Tiens, ok. Ouais. Je vois que ça fait bientôt 1 heure qu'on discute. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite. J'ai encore 1 ou 2 questions sur maintenant. Là, il y en a une trentaine qui sont en train d'écouter ce live. Pour les 30 personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? J'ai l'impression que parfois il y a un petit côté un peu too big to fail pour pour changer les choses et se mettre en action. Il y a un petit côté où on regarde la télé et on se dit mon Dieu, c'est pas vrai, il va encore faire ça. Toi, ta réponse que tu as trouvée, c'était de te mettre en action et de faire des protos et de se débrouiller pour changer les choses. C'est quoi le conseil que tu donnerais à n'importe qui a envie de s'impliquer? Est-ce que c'est d'aller dans un parti? Est-ce que c'est... J'ai posé cette question à dessein. Est-ce que c'est d'apprendre à coder? Parce que toi, en fait, tu as ce profil aussi entre designer, développeur, presque un peu storyteller, communicant, chef de projet. Enfin, tu es un peu une espèce de d'hydre à je ne sais combien de têtes. C'est de développer les compétences, c'est de se fédérer, est-ce que j'attends pas une recette, mais j'attends juste qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi ce petit brin de magie qui fait que tout d'un coup tu te bouges les fesses, tu te lèves et le matin tu te dis go, on va y aller? Ouais,
la volonté de changer le monde, ça ne s'achète pas. C'est là ou c'est pas là, et c'est souvent il y a plein de facteurs extérieurs. Voilà, il y a des gens qui ont des gosses et tout d'un coup ils voient leurs gosses grandir dans le monde et ça leur fait se rendre compte de l'injustice, ça leur fait prendre conscience qu'ils n'ont pas envie de nourrir leur enfant avec des pesticides, etc. Il y a plein de facteurs qui font qu'à un moment donné qu'on a envie de se bouger. De plus en plus, moi je crois que on a un problème sur la structure politique, l'offre politique, parce qu'on est tout le temps en réaction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas content, donc on réagit. Et on dit c'est pas bien de faire comme ça. Mais derrière, on a toujours un train de retard en fait. C'est que du coup, on est toujours en décalage par rapport au temps politique, au temps de la décision politique, qui finalement avance inexorablement. C'est-à-dire qu'on a beau contester, parfois on a des victoires qui sont souvent temporaires, mais derrière, en fait, on légitimise le fait que l'histoire avance parce que on lui donne un équilibre. C'est-à-dire qu'on dit l'histoire avance, mais au moins il y a eu de la contestation, donc elle avance dans le bon sens parce qu'elle est équilibrée. Et ça me gêne beaucoup. Et donc finalement, je pense de plus en plus que on peut pas. Enfin, c'est vain de vouloir changer le monde. En revanche, un truc qui est très simple à faire, c'est de changer soi-même. Et déjà ça, c'est énorme. Réussir à soi-même être en cohérence. Se lever le matin et se dire le métier que je fais, il me semble un bon métier, il me rend pas malheureux, je rends pas malheureux des gens avec mon métier, ça c'est déjà énorme. Réussir ça, c'est déjà fantastique. Et donc, enfin voilà, pour moi c'est déjà un premier pas qui est énorme et qui est même peut-être nécessaire en fait à toute autre action. C'est qu'on doit être dans une cohérence. Cette cohérence-là, elle est nécessaire même pour sa santé mentale, quoi. Je pense que les militants aujourd'hui, ils sont souvent dans une perspective minoritaire. C'est-à-dire qu'ils veulent rester purs, ils veulent rester dans l'opposition. Et donc pour ça, toute leur action, elle est dédiée à ne jamais devenir majoritaire. Et ça, c'est un problème. Or, je pense que pour porter le changement, on doit réfléchir à comment est-ce que ce changement-là, cette envie de changement, elle devienne majoritaire. Donc comment est-ce que cette envie de changement, elle est compatible avec la majorité. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'on doit réfléchir à comment est-ce qu'on pratique la politique. On ne doit pas laisser, selon moi, la politique confisquée par des gens qui la pratiquent mal et qui nous disent touche pas, laisse faire les grands, laisse faire les professionnels. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve beaucoup et auquel on assiste. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de fuir la politique des institutions. Je pense qu'au contraire, on doit se la réapproprier. Tu disais à un moment donné dans une interview, tu critiquais le cumul des mandats, tu disais il faut qu'il y ait de plus en plus d'élus. Ouais, complètement. Ça veut dire que les jeunes qui sont là ou qui écouteraient, tu les encourages finalement à se dire devenez élus, rentrez dans le système pour le changer de l'intérieur. Alors, je le dirais pas comme ça. Je pense que toutes les personnes qui sont actuellement élues, en gros, dans les 10 ans, il faut qu'elles n'exercent plus aucun mandat. Parce que c'est que comme ça, en mettant en fait, je vais être un peu provoquant, en mettant des incompétents au pouvoir, ils seront jamais aussi incompétents que les gens qu'on a déjà au pouvoir. On a quand même Patrick Balkany qui est encore député. Bon, donc faut pas avoir peur de ça non plus. L'incompétence, c'est quand même là un souci de citoyenneté, de justice. Mais en mettant des gens qui sont objectivement pas compétents ou alors professionnels de la politique, c'est-à-dire des gens normaux, mais des gens qui gèrent une famille, des gens qui exercent un métier tous les jours avec application, des gens qui dirigent des entreprises, ça c'est des compétences en fait. Et pour moi, c'est des compétences qui sont bien plus importantes pour diriger un pays que d'être un professionnel de la politique. Et en fait, ça veut dire être un professionnel des partis politiques. Pour moi, cette compétence-là, c'est celle-là qui nous pose un problème. Donc, on a besoin de mettre des gens normaux, en fait, des gens qui ont exercé un vrai travail à tous nos postes d'élus. Et moi, on me demande régulièrement dans les interviews, est-ce que vous voulez pas être élu? C'est quand vous allez être candidat, etc. Je l'ai pas posé. Ouais. C'est une question qui est légitime quand on touche à ça. Et en fait, ma réponse, c'est de dire, en fait, mon ambition, c'est que tout le monde soit élu. Et c'est que tout le monde soit candidat. Et c'est juste ça. Et évidemment, moi, j'aimerais bien être candidat et être élu parce que on peut pas dire le monde va pas comme il faut et refuser à un moment donné de pouvoir être responsable. Donc, si ça se propose. Mais c'est pas ça. C'est que j'aimerais bien que ça se propose à tout le monde. Et j'aimerais bien que tout le monde ait la possibilité un jour d'exercer un mandat, même si c'est un tout petit mandat. Mais je pense qu'on a besoin d'être beaucoup plus nombreux à passer par cette case-là parce que naturellement, si tu réfléchis bien, si on a le droit de faire un mandat, éventuellement un deuxième, et qu'après on est obligé d'arrêter, naturellement, tu dois avoir besoin de trouver beaucoup plus de gens pour remplir les postes. Et naturellement, s'il y a beaucoup plus de gens
et ben forcément tu cherches des gens qui sont pas dans les partis politiques, et forcément tu cherches des gens qui n'ont pas envie de faire carrière, et en fait tu cherches des gens qui ont beaucoup plus besoin de s'entourer, qui ont besoin d'écouter les conseils, d'être conseillés, et donc tu arrives vers de la collégialité. Donc changer quasiment de république. Bah c'est pas très compliqué, hein. C'est juste dire que on fait pas de la politique toute sa vie, donc on fait de la politique pendant une petite partie de sa vie, la politique élue. Et qu'on est élu, voilà, une petite partie, et qu'après, bah, en fait, il y a Comment plein ça peut d'autres métiers. changer? On repart dans le sujet, je suis désolé, mais Ouais. moi, Bah, une loi, c'est pas très compliqué, hein. Oui, mais tu sais très bien que ceux qui font les lois sont ceux qui. Voilà, c'est ça le problème. Là-dessus, il y a quand même 93% des Français qui sont pour le non-cumul. Ouais, mais comment on fait? Moi, c'est Ah, ça la question que je pose tous les Comment jours, est-ce qu'on y c'est arrive? comment Comment est-ce qu'on fait en sorte que cette Mais ouais. loi soit effectivement Parce qu'en votée? fait, comme tu le dis très bien, c'est-à-dire que toi, tu as trouvé ton mode d'action qui est finalement de se débrouiller pour faire politique et être militant, et comme tu disais, ne pas suivre l'agenda médiatique, voire politique, Ouais. mais de prendre de l'avance et puis de le faire toi-même, en fait. Mais pour une personne qui ne sait pas coder, qui n'a pas non plus envie de passer la moitié de son temps à faire politique, mais qui a envie au moins de s'engager un tout petit peu, c'est hyper compliqué de voir ça. Comment on fait, quoi? On vote pas pour ces gens qui sont cumulards. D'abord, on peut arrêter de voter pour eux. Il y a quand même Patrick Balkany, il est réélu à chaque élection. Il est réélu député et maire de sa ville avec une grande majorité. On va rentrer dans le débat, mais Ouais. Balkany fait dans sa ville aussi des choses qui sont Voilà. très bien pour les habitants de la ville, donc c'est pour ça qu'il est réélu. Voilà, et c'est la ville la plus endettée de France, donc c'est normal qu'effectivement il soit ravi des équipements. Mais voilà, on a une responsabilité, on a quand même un bulletin de vote. On choisit les gens qu'on élit, et puis après on peut être candidat, évidemment. Et puis, à un moment donné, on est quand même nombreux. Tu vois, quand on est très nombreux à expliquer que ça ne va pas être possible de faire autrement, ça marche pas toujours tout de suite. Mais en tout cas, à un moment donné, tout le monde est en train de se rendre compte que la société, elle change profondément. Voilà, on l'a vu avec la loi travail par exemple. Quand on est plusieurs centaines de milliers dans la rue, le gouvernement est obligé de reculer sur certains aspects. Pas sur tout. Derrière, ils utilisent cette sorte d'arme atomique constitutionnelle qu'est le 49.3. Mais on voit bien que c'est parce qu'ils sont acculés. On voit bien qu'ils n'ont pas d'autre solution. Donc, mine de rien, le rapport de force, il existe. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on réinvente ces rapports de force et comment est-ce qu'on réinvente cette manière de se mobiliser pour trouver des solutions. Bah, il y a des élections l'an prochain, quoi, dans quelques mois. Donc, il y a des candidats qui sont exactement sur la même ligne que moi pour dire on doit mettre en place un non-cumul strict, pas un faux non-cumul comme l'a mis en place Hollande. Donc il y a des personnes à l'élection présidentielle qui portent ça. Pour moi, c'est déjà une bonne manière d'exprimer qu'on est solidaire de ces idées-là. Et puis, par exemple, prends le revenu de base, l'idée de verser chaque mois à tous les habitants une somme autour de 1 000 euros qui permettent de les mettre hors de danger, qui permettent de les mettre en sécurité d'un point de vue alimentaire et des besoins de base. Cette idée-là, il y a 20 ans, elle était portée par une minorité de gens. C'était une idée qui paraissait complètement folle. Et ben aujourd'hui, la majorité des candidats à l'élection présidentielle, elle va porter ce projet-là. C'est même testé. Voilà, dans différentes. C'est testé en Finlande. Ouais. Donc bon, il y a des idées qui deviennent majoritaires et on va dans le bon sens, quoi. Dernière question. Ah Bon, attends, nous sommes là, tout va bien. Dernière question. Sauf si vous avez des questions, les amis. Oui. Nous, on les prend avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous êtes 36, donc avec grand plaisir. On va voir la caméra qui se coupe. Voilà. On a un décalage de 10 secondes, c'est pour ça aussi. Là. En attendant que les personnes, à la limite, si vous voulez poser des questions, allez-y. Si vous avez des questions... Non, moi j'en ai une. C'est quoi les 3 bouquins qu'il faut lire? Ou c'est quoi les 3 chaînes YouTube qu'il faut regarder? Ou c'est quoi les... Tu parlais, alors l'œil de Link, c'était la curation de tout ce qui était un peu alternatif et sur le web. Moi, je vais demander un peu ta curation de c'est quoi ta veille et c'est quoi les 2-3 sites qu'il faut aller voir pour à la fois être informé et à la fois être en capacité de savoir comment s'impliquer. Ok. Il y a un bouquin que je suis en train de lire, c'est une trilogie en ce moment que je conseille à tout le monde. Ça s'appelle 40, 50, 60. Donc c'est les 40 signes de la pluie, 50 degrés en dessous de zéro et 60 jours et après. Ça a été écrit par Sir Kim Stanley Robinson. Et c'est une trilogie qui raconte l'accession d'un président écologiste à la Maison Blanche, avec tout un tas de
de perturbations climatiques. Politique fiction. Exactement. Et je trouve ça assez chouette. Je suis en train de finir le deuxième et c'est vraiment marrant. Et je trouve que c'est un bon bouquin sur cette question-là, en tout cas qui m'habite pas mal. Moi, je fais une grosse veille sur l'innovation autour du web et j'ai découvert un service qui s'appelle Refind, R-E-F-I-N-D, qui est en train de se lancer, qui est encore en bêta, mais qui en fait est une sorte de curation automatique de plein de gens et qui est une super veille sur plein d'aspects. C'est très orienté design, mais ça permet d'avoir un bon tour d'horizon. Et c'est vrai que c'est important. Moi, je suis assez de près ce qui se passe autour de France Info. Je trouve que, alors c'est plus mon regard média qui parle, mais je trouve qu'il y a vraiment de l'innovation et ça faisait longtemps, voire même de l'invention. Et voilà, je vois ça avec un bon œil. Et après, c'est quand même, je vais être un peu bête, mais il y a des gens intéressants à suivre sur Twitter et sur. Exemple. Allez, si t'as 2-3 personnes. C'est compliqué. Moi, je suis pas mal de gens, j'ai pas envie de. Le truc le plus simple, ce serait de suivre ton fil Twitter. Ah, c'est une manière de faire, ouais. C'est une manière de faire. Après, moi, j'essaye de suivre. J'aime bien Mediapart en fait pour ce qu'ils apportent. J'aime beaucoup un site qui s'appelle Bastamag. Bastamag, c'est un site indépendant qui est pas très connu et qui raconte plein d'initiatives chouettes. Ça va d'une boulangerie avec que des produits bio et naturels et qui donne ses pains gratos à une analyse poussée de Nuit debout, etc. J'aime beaucoup Reporter aussi comme média. Reporter, TE2RE. Voilà, et puis après, il y a une initiative en ce moment de la Maison des médias libres qui va peut-être émerger avec notamment Arrêt sur Image, la télé libre, Bastamag et compagnie. Et je pense que voilà, c'est une bonne source d'information, tous ces sites qui sont un peu à la marge, un peu dans les interstices, évidemment, quoi. Il y a Jérémy Hatt qui demande c'est quoi l'étape d'après? Alors peut-être pour toi, c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi l'année qui se prépare pour toi? Voilà, il y a l'élection présidentielle qui arrive, donc je regarde ce qui se passe. Je pense que c'est un moment important pour la politique en France, c'est un moment où on peut parler de politique et où les Français écoutent globalement. Et donc voilà, on va voir ce qui se passe. Je pense qu'après l'élection présidentielle, on ne sera pas extrêmement joyeux. Donc, je pense que je vais partir en vacances un peu longtemps, ce que j'ai pas fait depuis un bon moment. Mais en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est à un moment donné, c'est de créer une cohérence entre les différents projets que j'ai menés ces dernières années et essayer en fait de rassembler ces gens, ces gens qui ont voulu parler d'écologie avec 90 jours, ont voulu parler des GAFA avec Amazon Killer, ont voulu parler du sexisme avec Matt Holland, ont voulu parler de l'avenir politique avec la primaire de gauche. Et en fait, tous ces gens-là, essayer de les rassembler, les mettre ensemble, de dire on partage à peu près la même vision. On est éclectique, on n'a pas forcément tous les mêmes points de vue, mais on a envie d'avancer ensemble et de fabriquer un mouvement qui réunisse tous ces gens-là. J'aimerais bien réussir à faire ça et à côté, faire en sorte que mon métier puisse continuer à exister, vivre de ça et essayer de porter encore d'autres tentatives de changement parce que c'est quand même ça que j'aime bien faire. Super, j'adore ce mot de la fin. Bon, c'est top. Et on a tenu un peu plus d'une heure. C'était merci. Cool. Merci pour tout, Elliot, pour avoir essuyé les plâtres de cette première. Avec plaisir. C'était quand même très bien organisé. Pour une première, je suis étonné. Écoute, moi, ce que je propose à toutes les personnes qui nous ont suivis, tu veux pas te présenter aux élections, demande Clément Piéton, tu vois. Donc, évidemment qu'il y en a certains qui vont demander. Ce que je propose à tous ceux qui nous ont écoutés, c'est, comme c'était la première, de donner un peu les feedbacks et de dire s'ils ont aimé. On n'a pas de retour son ici, donc ça se trouve le son était dégueu, on sait pas trop. Enfin voilà, pour plein de raisons, à la fois technique, donc de production technique ou quoi. Il y a une espèce d'écho dans le casque. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si vous entendez l'écho ou pas. Enfin, on a essayé. Mais si vous avez des retours à faire, avec grand plaisir. En tout cas, ce qu'on a voulu faire, avec Conversation, c'est une conversation. Il n'y a pas forcément de fil rouge à part parler de l'invité et de faire en sorte de pouvoir t'exprimer. Et j'espère que tu as pu le faire comme tu le souhaitais. Merci pour tout. Merci beaucoup. Et puis, chouette d'avoir ce temps. Ou bientôt, je ne sais pas où, mais nous croisons régulièrement. Donc, ce serait grand plaisir pour se revoir. La prochaine, c'est bientôt? La prochaine, c'est... Oh là là, quel j'inverse.
La semaine prochaine, on est avec Joris Renaud. Joris Renaud, c'est aussi un très bon pote. Et lui, toute sa spécialité, sa question, c'est sur l'éducation. Ouais. Il a bossé chez The Family, il a bossé pour l'opération Coup d'État. Moi, je l'ai rencontré avant. En fait, ça fait plusieurs années qu'il veut monter sa boîte. Et ça fait plusieurs années que, comme il est absolument brillant, que les boîtes l'attrapent en disant, hop, toi, tu viens de quitter ton job, je te rattrape et tu vas bosser pour moi. Et donc là, enfin, il monte sa boîte. Et je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire de sa boîte. Donc, ce que je peux simplement dire, c'est que c'est non, mais la semaine prochaine, on dira. Ne venez pas la semaine prochaine. Si. Mais en tout cas, c'est assez intéressant puisque, grosso modo, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer les professeurs et comment est-ce qu'on leur donne les clés pour évoluer et changer encore une fois avec le monde d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on fait le design thinking avec eux, comment on avance avec eux. Et à la fois, j'aime bien sa méthodologie qui est de travailler avec eux pour monter sa boîte et en même temps de leur apporter des clés et d'itérer. Un peu faire, voilà, on est tous dans cette même culture de, C'est ça. on teste, on propose, on voit ce qui se passe, on construit ensemble. Merci Elliot. Merci beaucoup. À très bientôt. Ouais. Ciao. Au revoir.